mise en place initiale du serveur 2008 R2. Dans le cadre de cette vidéo-là, on va parler principalement de la planification réseau. Ensuite de ça, on va modifier le nom et l'adressage IP du serveur. Vous pouvez ajouter aussi à cette information-là des particularités par rapport au réseau de VirtualBox. On va utiliser évidemment des machines virtuelles pour effectuer ce travail-là. Ensuite de ça, on va procéder au rôle de contrôleur de domaine ainsi qu'au rôle de DNS de notre serveur. Pour par la suite configurer le serveur DHCP avec les étendues et les options. Puis on va voir différentes manières de faire le serveur DHCP pour terminer avec la vérification du client. Donc, on va vérifier dans un premier temps si le serveur DHCP a fonctionné. Puis, dans un deuxième temps, au niveau du client, ce qu'on va vérifier, c'est évidemment la jonction. Ce qu'on va effectuer comme travail, c'est la jonction du client au domaine. Alors, c'est le propos de cette vidéo-là. Alors donc, évidemment, pour pouvoir faire le travail, vous devez disposer d'une machine virtuelle avec Windows Server 2008 R2 standard. Et on va se mettre une petite situation pour pouvoir planifier ça. Alors, on doit planifier un réseau qui comporte certaines particularités. La première particularité, c'est que ça doit être un réseau de type privé de classe A. Alors, ça nous limite un petit peu au niveau des adressages qu'on va avoir le droit d'utiliser. Ensuite de ça, vous devez avoir dans ce sous-réseau-là un maximum de 62 adresses IP disponibles pour les autres. Alors, c'est à partir de ces contraintes-là qu'on va devoir construire l'exercice présent. Alors, si on commence par le début, on va regarder la première contrainte. On a ici le réseau privé. Alors, le réseau privé nous indique qu'on va devoir avoir un IP qui commence par 10. Alors, au niveau du réseau, là, ça va commencer par 10. Après ça, c'est pas vraiment important, sauf que je sais implicitement qu'avec 62 adresses IP disponibles pour les autres, c'est certain que le masque de sous-réseau que je vais devoir utiliser va au moins commencer par 255, 255.255. Je sais au minimum ça. Pourquoi je le sais d'emblée? C'est que si j'ai un masque de réseau, de sous-réseau de 24 bits comme c'est le cas présentement, à ce moment-là, j'ai 8 bits pour les autres qui me restent, si évidemment le dernier masque serait à réseau à 0, ce qui ne sera pas le cas, là. Mais ça me donne 8 bits pour les autres. 2 à la 8, ça donne 256, moins 2, 254. Alors, j'aurais 254 ordinateurs possibles juste avec un masque de 24 bits, qui est habituel. On voit ça habituellement. Alors, moi, je sais que dans mon cas, je vais avoir 62 adresses. Fait que je peux très bien commencer mon masque de sous-réseau par 255, 255, 255 sans problème. Ensuite de ça, ben, ce que je peux faire, c'est que je peux tout de suite décider des 3 premières sections de mon réseau sans problème parce que j'aurai pas besoin de le bouger. Alors, pour faire ça simple, je vais faire 10.1.2, disons ce matin. Et ça va faire partie de la première section de mon réseau. Et en plus, je ne vais pas me compliquer la vie, je vais tout de suite statuer que mon réseau va finir par 0. Il y a peu de chances que je me trompe. Quand je fais un sous-réseau d'un 24 bits, là, il y a peu de chances de se tromper. Par la suite, une fois que ça c'est en place, alors ici, on se fait déranger par les enseignants qui se demandent pourquoi les vidéos comportent des éléments perturbateurs live. Quoi? Tu vas passer pour la prospérité. Dominique, Benoît. Ouais, mais moi, je m'assume. On s'excuse de cet aparté enregistré. La tentation était grande de taquiner un peu mon collègue. Alors, donc, ce qu'on disait pour le réseau, c'est que 10, 1, 2, 0. Et là, il va falloir déterminer exactement quel va être le masque de sous-réseau. Pour faire cette détermination-là, il faut se faire un petit tableau rapide concernant, dans un premier temps, le masque. Alors, on a des choix comme 24 bits, 25 bits, 26 bits ou 27 bits. On va juste marquer ces choix-là.
Au niveau des bits du masque, ça me donne le nombre de bits disponibles pour les autres. Étant donné que mon adresse a 32 bits, j'ai juste à faire 32 moins 24. Ça me donne combien de bits pour les autres? Ici, 8. 32 moins 25, ça me donne 7 bits. 32 moins 26, ça me donne 6 bits. Et 32 moins 27, ça me donne 5 bits. Ensuite de ça, au niveau du nombre d'adresses, j'ai toujours à faire 2 exposant x, soit le nombre de bits. Le nombre d'adresses incluant l'adresse de réseau et l'adresse de diffusion. Alors, 2 à la 8, ça me donne 256. 2 à la 7, ça me donne 128. En réalité, vous avez juste à diviser par 2 à toutes les fois que vous ajoutez ou vous ajoutez un bit au masque de sous-réseau, vous enlevez un bit, c'est tout. Alors, 2 à la 6, ça donne 64. Et 2 à la 5, oups, faudrait que je l'écrive comme du monde, hein? 2 exposant 5, ça donne 32. Alors ça ici, c'est le nombre d'adresses. Par contre, le nombre d'autres, ben, doit être le même chiffre du nombre d'adresses, mais amputé de 2, parce que j'ai une adresse pour le réseau et une adresse pour la diffusion que je ne peux pas utiliser. Donc, le nombre d'autres va être de 254, de 126, de 62 et de 32. Alors, dans ma mise en situation, on se souvient que j'ai un maximum de 62 adresses IP à aller chercher. Alors, étant donné que j'ai 62, je vais prendre cette ligne-là ici. C'est cette ligne-là qui m'intéresse. Et qu'est-ce qu'on vient chercher? C'est le masque de sous-réseau qui va être de 26 bits. Alors, je vais pouvoir écrire mon réseau de la manière suivante. 10, 1, 2, 0, slash 26. Ça, c'est l'adresse de mon réseau. Je vais écrire le 26 bits aussi en mode décimal comme ça. 26 bits, c'est comme si j'avais fait 26, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je suis rendu à 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Alors ici, j'ai une valeur de 255 pour les trois premiers octets. Et il me reste juste à déterminer mon dernier octet. Quel sera-t-il? Ben, 7, je vais juste y aller en bleu pour le voir. Je dois déterminer la valeur de ces deux bits-là. Le premier ayant une valeur de 128, le deuxième ayant une valeur de 64. Je dois les additionner et ça me donne un merci. Alors, dans la salle, on m'a donné la bonne réponse, 192 comme masque de sous-réseau. Alors que j'écrive mon réseau de cette manière-là, où 10, 1, 2, 0, avec un masque de 255.255.255.192, c'est exactement la même information. Alors le 26 bits qui est ici et le masque qu'il y a là est exactement la même information. Alors, je vais partir de ça. Ça va être ça qui va déterminer l'ensemble de l'œuvre. Toutefois, je vais devoir savoir quand est-ce qu'arrête mon réseau. Hein, je sais que je vais avoir 62 adresses, mais je dois savoir où commence le prochain réseau pour être capable de calculer correctement mes flux. Alors, pour savoir où commence le prochain réseau, je dois vérifier le nombre d'adresses de mon réseau, qui est de 64 juste ici. Ce qui veut dire que le prochain réseau va être de 64 de plus. Alors, mon prochain réseau, là, je vais mettre réseau 2, là, disons, ou B. Ça va être 10.1.2.64. Je vais toujours faire des bons de 64. Le réseau d'après, ça va être 128. Après ça, ça va être 180, 128, 192. Si le réseau c'est 64 ici, ça veut dire que ce réseau-là ici va avoir des informations telles que la diffusion. Son adresse de diffusion de mon réseau va être de 10.1.2.63, soit l'adresse précédente. Ce qui veut dire que pour les autres, pour les ordinateurs et les autres, ça va être de 1 jusqu'à 63, bien exactement. Donc, maintenant, on va entrer tout le résultat de nos recherches très scientifiques à l'intérieur de la fiche de planification. Alors, 10, 1, 2, 0,
/26, c'est ce qui m'intéresse. Je retiens mes informations pour aller renseigner ma fiche de planification de réseau local. Alors, dans ce qui nous concerne, au niveau de l'adresse de réseau, c'est 10.1.2.0. Le masque de sous-réseau à configurer, c'est 255.255.255.192 tel que déterminé. Je peux même le mettre en bits pour m'assurer de bien comprendre le concept. Le nombre d'adresses disponibles pour les autres, c'est 2 exposants. J'essaie de faire un exposant. 2 exposant 6. C'est ça? Oui, c'est ça. 2 exposant 6, c'est égal à 64. Moins 2, c'est égal à 62 adresses. J'ajoute le mot adresse pour juste indiquer que c'est ça que je cherche. C'est 62 adresses. C'est le nombre d'adresses que je cherche ici. La première adresse IP disponible pour les autres. Pour pouvoir trouver cette information-là, il a fallu que je détermine mon réseau, je fasse l'espèce de bond de 64, puis j'aille chercher ma diffusion pour savoir si c'est de 1 jusqu'à 63. C'est de là qu'elle vient cette information-là. Alors, ma première adresse IP, c'est 10.1.2.1, puis ma dernière adresse IP, c'est 10.1.2.62. 63 étant la diffusion. La plage de réservation fixe, c'est là que il y a une liberté qui s'installe. La plage de planification fixe, de réservation d'IP fixe, c'est vraiment le nombre d'adresses que je vais réserver pour, premièrement, les serveurs, pour les routeurs, pour les imprimantes. Alors, c'est vraiment à la discrétion, c'est pas à la discrétion de l'administrateur, mais jusqu'à un certain point, oui. C'est en fonction des besoins. Alors, là, on va le statuer et on va se dire qu'on a 2 plages de réservation d'IP fixe. Question de compliquer un petit peu les choses ce matin. Alors, dans un premier temps, la première plage, je vais réserver de 1 jusqu'à 5. Donc, les adresses 1 à 5 ne seront pas utilisées, ainsi que de 60 jusqu'à 62. Alors, je fais exprès pour pouvoir montrer certaines particularités de la configuration du serveur DHCP. Alors, je réserve de 1 à 5, puis je réserve de 60 à 62. Ce qui veut dire que les adresses, en fin de compte, dynamiques, vont être de 6 jusqu'à 59. Cette information-là, et faites très attention à ça, cette information-là ici, elle est implicite. Jamais dans le serveur, on va devoir l'écrire directement. Le serveur va se contenter toujours des 2 premières informations, c'est-à-dire les plages d'adresse IP disponibles, puis celles qu'on veut réserver pour des IP fixes dans une planète. Alors là, j'ai fait une petite gaffe parce que j'ai écrit avec mon crayon dans la page et je pense que, moi c'est ça je pensais. Je ne peux pas descendre la page. J'ai oublié de les écrire à la main. Donc, réservation d'IP fixe, j'ai de 1 jusqu'à 5 et de 60 jusqu'à 62. Les plages d'adresse IP dynamique, donc, il va rester de 6 jusqu'à 59. C'est bien ça? C'est bien ça. Planification du DHCP, maintenant, on va reprendre les informations plus haut. L'étendue, c'est de 10.1.2.1 jusqu'à 10.1.2.62. Je répète l'information qui est ici. Ça, c'est toutes les adresses dont je dispose. Au niveau des plages d'exclusion, qui vont être en fait mes plages de réservation d'IP fixe, je reprends la même information. De 1 à 5 va être exclu, puis de 60 à 62 va être exclu. Le masque de sous-réseau, 255, 255, 255.192. La durée du bail va être en fonction du type de réseau. On peut le laisser par défaut, mais c'est le fun de le changer juste pour voir à quel endroit on peut le modifier. Hein?
Alors, je vais le mettre à 9 jours. Par défaut, c'est 8 jours. Le changement est ridicule ici, vous en conviendrez. C'est juste de voir, de se souvenir à quel endroit modifier l'information. Un byte de Wi-Fi, c'est très court, de l'ordre de quelques heures, dans un café Internet, alors qu'un byte de réseau câblé peut facilement être de 2 semaines sans problème. Le domaine qu'on va créer ce matin, c'est le domaine demo.lan. On manque d'originalité, là. On a laissé l'originalité à la maison ce matin. Alors, demo.lan, qui est un domaine, tout simplement un nom de domaine de démonstration. Je suis pas capable de rentrer le serveur DNS des clients. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait de tableau de réservation typé fixe. Je vais avoir un serveur à mettre en place et mon serveur à mettre en place va être nommé en soi. Je vais tout de suite nommer mon premier serveur. Mon serveur devra être nommé selon une norme. Alors, je peux le nommer de différentes manières. Ce matin, je vais y mettre un code. C'est un serveur du Québec. Puis, ça va être le serveur numéro 1 du Québec. Alors, je vais mettre un code qui s'appelle comme ça. Ça va être QC-SRV-01. Alors, j'ai déterminé que dans mon entreprise, j'allais avoir une norme qui incluait les 2 lettres de la province, le fait que c'est un serveur, puis un chiffre tout de suite après. Qui me donne la place pour 100 serveurs en réalité du Québec, là, selon cette norme-là. Si tu penses avoir plus que 100 serveurs, ben, tu l'appelles 001. Comme ça, en ordre alphabétique, ils vont apparaître correctement. Le 007, évidemment, étant réservé aux agents secrets. L'adresse IP que va avoir mon serveur, je vais tout simplement lui donner la première adresse IP disponible de mon réseau. Tiens, 10.1.2.1. J'aurais pu lui donner .60 parce que c'est une adresse qui est exclue. J'aurais pu lui donner ça aussi. Peu importe l'adresse, je dois les avoir. Idéalement, une bonne pratique, c'est de tout marquer nos adresses qui sont réservées, de faire une liste exactement de toutes les exclusions qu'on a dans notre serveur DHCP ou qu'on aura dans notre serveur DHCP, etc., de façon à pouvoir inscrire le nom des machines correspondantes. Alors, ça peut être un imprimante, ça peut être un routeur, peu importe. Tout bon administrateur réseau va se garder un papier, une feuille Excel, une base de données, peu importe, dans laquelle il va inscrire manuellement l'ensemble des adresses IP et les noms des machines correspondantes ainsi que leurs fonctions. Pardon, j'ai une question? Allez-y. OK. C'était pas une question, c'était une interrogation à voix haute personnelle. Au niveau de la fonction de notre serveur, il va y avoir la fonction de DC, Domain Controller. Il va y avoir la fonction de DNS, ainsi que la fonction de DHCP. Pour l'instant, on a donné tout simplement ces fonctions-là de base. L'emplacement, vous pourriez dire, mettons, le local 2345, là, ou peu importe l'endroit physique où est-ce qu'il se trouve. Qui me permet de renseigner le serveur DNS des clients. Hein. Il y a un lien entre la fonction DNS de mon serveur, son adresse IP et le fait que c'est une information que j'ai besoin d'inscrire ici. Alors, je vais inscrire l'information du serveur DNS de mes clients qui va être 10.1.2.1, qui est l'adresse IP ni plus ni moins de mon serveur. Alors, ça fait une planification de base. Évidemment, on pourrait rajouter d'autres serveurs. On commence par ça. On ne peut pas commencer la mise en place du réseau tant et aussi longtemps que notre planif n'est pas fait comme ça. Alors, premier geste à faire maintenant, si on se réfère à notre plan de match, on avait un plan de match, ça a l'air de rien, là, mais même si on l'a barbouillé pas mal. Notre plan de match, on est rendu à la deuxième étape, soit le nom plus l'adressage IP du serveur, ainsi qu'un bref rappel des particularités de VirtualBox. Alors, on commence tout de suite. Au niveau du serveur, la mise en place est très simple. Premièrement, au niveau de VirtualBox, sachez que le serveur qu'on utilise en classe est constitué de deux cartes réseau virtuelles. Il y a une première carte réseau qui s'appelle carte 1 sur VirtualBox, qui est branchée sur le réseau interne. C'est cette carte réseau-là qui va être utilisée principalement pour faire notre espèce de petit réseau simulé. C'est celle qu'on va préférer.
La deuxième carte réseau dans VirtualBox, la carte numéro 2, elle est dans l'image attribuée à un type NAT. Elle va être utilisée uniquement pour donner des accès Internet. Et il est très recommandé dans la mise en place initiale de la désactiver ou bien de la débrancher avec VirtualBox. Moi, je vais la désactiver dans le serveur, mais on aurait pu tout simplement débrancher le câble et elle aurait été inactive dans le fonctionnement. Vous aurez eu un X rouge, là. Ben, d'ailleurs, je peux le faire, tiens, je vais la débrancher, puis vous allez voir l'impact dans la configuration du serveur. Alors, c'est comme de débrancher le câble en arrière d'une carte réseau physique. Donc, première étape, on va aller changer le réseau. Alors, on s'en va dans les propriétés du réseau. Dans le centre de réseau et partage, on va aller modifier les paramètres de la carte et on voit deux cartes. Évidemment, dans l'image qu'on utilise, elles ont déjà été configurées et renommées. Fait que si vous voyez NAT ici, là, ça ne vient pas du ciel. Ça a été modifié. Alors, s'il n'est pas déconnecté ou s'il n'a pas été débranché, bien, vous pouvez tout simplement la désactiver de façon à travailler uniquement au niveau du réseau interne. Je vous conseille toujours de renommer vos cartes réseau quand vous en avez plusieurs. C'est toujours important, question de ne pas se mélanger sur laquelle on travaille dans un serveur. On va aller modifier les paramètres de notre réseau. On va désactiver par défaut le protocole IPv6. On n'en aura pas besoin en ce qui nous concerne. On va travailler uniquement IPv4. Donc, pour ne pas avoir trop d'informations, puis pour ne pas avoir à gérer le IPv6, on le désactive. Et puis, on va modifier le IPv4 pour attribuer l'adresse IP qu'on a déterminée dans notre planification, soit 10.1.2.1, masse de sous-réseau 255.255.192. Le serveur DNS, qui sera le serveur DNS? Si je jette un coup d'œil sur ma planif, mon serveur DNS, ça sera moi-même. Alors, je recommande très fortement de mettre lui-même à un serveur DNS. Un serveur qui va avoir le rôle de DNS devrait toujours être pointé sur lui-même. Toujours. Il ne devrait pas avoir d'exception. Il n'y a pas d'exception. Donc, 10.1.2.1, information que le coquin de serveur va modifier en dessous de la couverte sans m'avertir lorsque je vais installer le rôle de contrôleur de domaine par la suite. On va le voir. Alors, on retient ça. Et on ferme la configuration réseau. La dernière chose à faire au niveau de notre ordinateur avant de le redémarrer, c'est de le renommer. Alors, on va aller renommer le nom de l'ordinateur ici de façon à pouvoir être en adéquation avec les paramètres. Alors, c'est ici qu'on va, nos paramètres de planification. On va mettre QC-SRV-01. C'est ce qu'on a déterminé. Évidemment, c'est un exemple, c'est à titre indicatif. C'est pas comme ça qu'on doit le faire partout. Ça dépend vraiment des endroits et de la manière dont vous aurez décidé de renommer les serveurs. Alors, je procède au redémarrage du serveur et je reviens lorsque le serveur aura redémarré. On va appuyer sur pause un instant. Alors, on a redémarré notre serveur après l'avoir renommé correctement. Maintenant, on est rendu au niveau du rôle de contrôleur de domaine et de DNS. On sait qu'à l'intérieur du serveur, pour installer le rôle, ben, on va passer par le gestionnaire de serveur. Je vais juste agrandir un peu mon serveur pour que vous puissiez bien voir le tout. On va utiliser le gestionnaire de serveur. Au niveau des rôles, on peut ajouter des rôles. On a vu ça. Et en ajoutant des rôles, on peut ajouter le rôle de service de domaine Active Directory. Puis là, on fait suivant. Et puis, ça ajoute, dans le fond, tous les outils pour gérer le contrôleur de domaine sans toutefois installer le rôle de contrôleur de domaine en soi. Alors, moi, ce que je propose dans cette vidéo-là, c'est de ne pas utiliser cette méthode-là, mais d'aller un petit peu plus rapidement, c'est-à-dire de faire le tout en une seule étape. Alors, ce que je vous propose, c'est tout de suite de faire démarrer, exécuter et de rentrer la commande DC promo. Alors, la seule commande que vous avez rentrée, c'est DC promo.exe. Vous
vous exécutez ça en tant qu'admin et ça va faire la job. Ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça va faire l'installation de base de tous les prérequis du contrôleur de domaine et par la suite, ça va lancer des C-promos automatiquement. Donc, une seule étape au lieu de 2, 3 étapes avec des clics, ce qui fait qu'en fin de course, pour l'installation du rôle en 2008 R2 de contrôleur de domaine, c'est beaucoup plus rapide à mettre en œuvre. Pendant que ça fait ça, tu peux quasiment à la limite faire d'autres choses. Donc, je vais appuyer sur pause un peu parce qu'il y a des délais importants par rapport à l'installation des fichiers initiaux, aux prérequis, autrement dit. Une fois les prérequis déjà installés, on procède à l'installation à l'aide de l'assistant des services de domaine Active Directory. Alors, en ce qui nous concerne, on va devoir installer un nouveau domaine dans une nouvelle forêt. Donc, c'est la deuxième option qu'on coche. Par la suite, on va avoir notre nom de domaine à entrer. Alors, nous autres, on brillait par notre originalité en mettant demo.lan comme nom de domaine. Évidemment, le domaine, assurez-vous que si vous écrivez un nom de domaine qui existe sur Internet, assurez-vous qu'il vous appartienne. Hein, sinon, ça ne pourra pas fonctionner. Au niveau du niveau fonctionnel de la forêt, si on désire ajouter des serveurs 2003 qui vont être contrôleurs de domaine, on n'a pas le choix de mettre un niveau fonctionnel au niveau 2003. Si on sait que 100% de nos serveurs seront au moins des 2008 R2, on peut mettre niveau fonctionnel 2008 R2. Et à ce moment-là, la seule différence, c'est qu'on va bénéficier des fonctions d'une corbeille dans Active Directory qui nous permet de restaurer des utilisateurs ou des groupes ou des ordinateurs qui auront été effacés par mégarde. Ça, c'est 2008 R2 qui a cette fonctionnalité-là. Sinon, dès que, en fait, il n'y a pas de raison de mettre 2003 ou 2008, à part si tu as d'autres contrôleurs de domaine qui s'en viennent, qui sont de ce niveau-là. Je ne parle pas des serveurs membres. Il peut y avoir des serveurs de fichiers 2003, c'est pas grave. Mais les serveurs de contrôleurs de domaine, il faut que ce soit tous de niveau 2008 R2 si tu coches ça. Donc, on va mettre 2008 R2 pour la démonstration. On va demander au serveur d'installer un serveur DNS. On répond oui à la question. On va installer la base de données dans l'endroit par défaut en faisant suivant. C'est assez... on ne modifie pas beaucoup d'informations. Le mot de passe doit être écrit sur un bout de papier, inséré dans une enveloppe cachetée et placé dans un coffre-fort. C'est pas des blagues. C'est le mot de passe qui va servir à la restauration pour pouvoir utiliser les sauvegardes et les backups. Ça va nous prendre ce mot de passe-là pour pouvoir restaurer Active Directory d'une façon ou d'une autre. C'est terminé et on procède à l'installation du rôle proprement dit. Je vous suggère de cocher la petite case ici, redémarrer à la fin de l'opération, qui va effectuer un redémarrage de l'ordinateur une fois que le rôle va être installé correctement, ce qui nous évite là, de laisser l'ordinateur en attente inutilement. Le premier redémarrage après l'installation du rôle est long. C'est normal, alors soyez patient. Surtout l'ouverture de session, là, ça peut être un petit peu plus long, fait qu'il ne faut pas être impatient. Alors, suite au redémarrage, la première ouverture de session va avoir une petite particularité causée par le fait que dans notre image a été créée il y a un certain temps, en fait vraiment plus que 30 jours. Et lorsque je vais rentrer mon mot de passe, j'aurai plus nécessairement d'avis que mon mot de passe est expiré. Ce ne sera pas un avis, ça va être une obligation de changer mon mot de passe. Donc, on m'indique que mon mot de passe a expiré et doit être changé. C'est dû à une politique propre à Active Directory qu'on va devoir apprendre à modifier plus tard. Alors, je suis dans l'obligation de changer mon mot de passe. Alors, je mets un mot de passe de type complexe. Et je vais avoir un avis comme de quoi mon mot de passe a été changé pour mon utilisateur. Alors, mon serveur est fonctionnel. J'ai installé mon rôle de contrôleur de domaine, c'est-à-dire que là, je peux aller ajouter des utilisateurs dans le domaine, je peux aller faire ce que je veux au niveau du domaine. Alors, ce que je vais faire d'entrée de jeu, d'ailleurs, c'est tout de suite d'aller créer un utilisateur que je vais utiliser plus tard pour ouvrir ma session avec mon client, parce que je vais devoir tester mon client plus tard. Alors, je m'en vais dans Active Directory Users and Computers, utilisateurs et ordinateurs Active Directory. À l'intérieur de mon domaine ici, je vais me faire une unité organisationnelle que je vais appeler OU principale.
Et à l'intérieur de mon unité organisationnelle au principal, je vais juste me faire un usager pour le fun que j'appellerai affectueusement Bob, qui va être là pour faire des tests. Je lui donne un mot de passe de niveau complexe. Je ne me casse pas la tête, je mets le même que l'admin pour les tests. J'enlève le fait que l'utilisateur doit changer de mot de passe. Je m'assure qu'il expire jamais. Et c'est tout. Alors, j'ai juste créé un utilisateur comme ça, standard. L'autre chose que vous pourriez faire aussi dans la mise en place initiale, qui est très bon de faire, c'est d'aller dans le conteneur Users, aller chercher votre administrateur, celui qu'on a utilisé depuis tantôt, et tout de suite rechanger son mot de passe, parce que certaines personnes vont l'oublier. On vient de le modifier, là. Fait que mettez un mot de passe que vous allez vous souvenir. Donc, je vais tout de suite remettre le mot de passe tel qu'il était tantôt. Je vais dire que l'utilisateur ne doit pas changer le mot de passe. Puis, je vais faire une nouvelle opération aussi, là. Je vais lui jouer un tour. Dans les propriétés du compte, je vais indiquer que ce mot de passe-là n'expire jamais. Ah ah! Fait que là, ben, il ne m'achètera plus. Dernière chose que je peux faire aussi, je vais un peu rapidement, mais vous pourrez revoir la vidéo fréquemment. D'ailleurs, vous qui regardez la vidéo, vous pouvez déjà la revoir. On clique droit sur notre administrateur et on en fait une copie en faisant copier, tout simplement, de façon à se faire ce qu'on appelle en anglais un backdoor, c'est-à-dire un deuxième administrateur au cas qu'on perde la clé du premier, peu importe. Alors donc, moi, je l'appelle Superman. J'aime bien Superman comme backdoor. Alors, mon ouverture de session va être Superman. Et je lui mets un mot de passe qui, évidemment, devrait être différent. Et que, évidemment, je vais devoir me souvenir. Je m'assure qu'il n'expire jamais. Et c'est tout. Alors, si je regarde Superman, je regarde les propriétés de Superman dans l'onglet membre de, ben, Superman est membre de tous les groupes qui vont lui donner les pouvoirs suffisants pour effectuer toutes les opérations au sein de mon serveur. Alors donc, c'est choses importantes dans la mise en place initiale. On est rendu maintenant au rôle de DHCP. Alors, je sais qu'on va un peu rapidement, mais c'est comme ça. Alors, on y va avec gestionnaire de serveur pour installer le rôle. On clique sur ajouter des rôles et on a besoin du rôle de DHCP. Alors, on va sélectionner le rôle de DHCP ici. Une fois que notre DHCP est sélectionné, on clique sur suivant et on est appelé à répondre à différentes questions. Alors, parfois, j'ai enseigné de passer outre ces demandes-là. Là, ce que je vais faire dans la vidéo, c'est que je vais répondre aux questions, mais vous allez voir qu'il manque des objets, il manque des choses par rapport à la planification que j'ai fait de mon travail. OK? Fait qu'on va voir un peu c'est quoi. Fait que premièrement, on me demande sur quelle adresse IP est-ce que je dois connecter mon DHCP. Ben, c'est l'adresse IP fixe que j'ai donnée. Alors, je vais connecter mon DHCP sur cette adresse-là. Ça s'appelle une liaison. Ça ici, ça s'appelle une liaison. On va voir plus tard comment je peux modifier la liaison une fois que le rôle est installé. Suivant, on me demande le domaine parent. Alors, ça va être une option au niveau des DHCP, cette information-là. Demo.lan, c'est l'information du nom de domaine. C'est une option à la fin. Dans l'assistant initial, il ne me présente pas comme une option, mais comme un paramètre. On me propose un DNS à donner à mes clients et ça, quand vous voyez ça, vous devriez avoir comme une alerte majeure dans votre tête. Vous ne pouvez pas utiliser 127.0.0.1 pour donner à mes clients. OK? Vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Ben, c'est simple. C'est que 127.0.0.1, c'est toujours le je, c'est le localhost. Mais on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai 127.0.0.1? Sachez qu'à l'installation du rôle de contrôleur de domaine, au niveau des cartes réseau, si on regarde, mais au niveau des cartes réseau, il y a eu une modification au niveau du protocole IPv4 et le serveur lui-même a changé l'information du DNS de la carte réseau du serveur. Je ne sais pas si ma phrase était bien construite. Je recommence. Lors de l'installation du rôle de contrôleur de domaine, le système a modifié le DNS du serveur. Ça ne change rien, c'est fonctionnel parce que 127.0.0.1 au niveau du serveur, c'est correct. C'est au niveau du client qu'il y a un problème.
Alors, assurez-vous que lorsque vous faites votre DHCP, ben, ce 127.0.0.1-là, vous l'enlevez pour entrer l'adresse IP du serveur tel que va la voir le client. 10.1.2.1. Vous pourriez faire valider. Le système, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier que c'est bien un serveur DNS qui est au bout de la ligne. Il vous fait valide, il n'y a pas de trouble. Pas de DNS secondaire, on fait suivant. Ça va être une option du DHCP à la fin. Le WINS n'est pas requis pour ce réseau-là. Au niveau des étendues, là, on n'a pas d'étendue, ça nous en prend. Les étendues vont être composées de toutes les adresses IP. On lui donne un nom. On peut l'appeler principal. Vous pouvez l'appeler du nom que vous voulez, puis lui donner Bozo le clown comme nom, ça ne dérange pas. L'adresse de départ va être 10.1.2.1 jusqu'à 10.1.2. Et là, si je m'en souviens plus, je vais voir dans ma planif et je vois que c'est 62 la fin de mon étendue. C'est vraiment ça ici, là. C'est vraiment dans ma fiche de planif que j'ai entré mes informations. 62. C'est un type de réseau où, voyez-vous, je ne peux pas changer le bail. Alors, je vais mettre bail de 8 jours, je vais aller le modifier par la suite. Je vais l'activer et j'ai besoin d'un masque qui n'est pas 255.0.0.0, qui est 255.255.192. J'ai pas de passerelle, j'ai pas de routeur à donner pour l'instant. Je fais OK. Suivant. Je désactive le mode de IPv6. Pas nécessaire. Si vous le faites, c'est pas grave. Ça ne change rien au niveau fonctionnel. Et je procède à l'installation de ce serveur DHCP. Pourquoi j'aime pas cet assistant-là, c'est qu'il est incomplet et il ne me permet pas de modifier toutes les choses que j'ai besoin de faire, dont les exclusions, dont la modification du bail et dont certaines options, serveur de temps, etc. Donc, je vais vous montrer comment aller supprimer les informations carrément qui ont été entrées à l'aide de cet assistant-là pour les refaire à partir de 0. Vous pourriez aussi juste les modifier. Ah tiens, on va tout faire. On va les modifier, les supprimer et les refaire. Hein? On y va avec le gros kit. Alors, dans les outils d'administration ou dans une MMC personnalisée, selon votre choix, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous allez chercher l'onglet de configuration du DHCP. Dans le DHCP, on choisit IPv4 et on voit qu'on a une étendue. Et cette étendue-là, c'est vraiment l'étendue qu'on a configurée à l'aide de l'assistant initial. On peut en modifier les propriétés en cliquant droit sur l'étendue pour aller, par contre, par exemple, changer le bail ou changer les adresses si on s'est trompé. On peut mettre 61 si on s'est trompé, etc. On ne peut pas changer le masque de sous-réseau. Si on se trompe au niveau du masque, on scrape l'étendue, on la supprime et on la recommence. On peut aller voir le pool d'adresses. Le pool d'adresses, c'est toutes les adresses qui vont être distribuées dynamiquement. Alors, j'ai de 1 à 62, mais j'ai un problème parce que dans ma planif, j'ai des exclusions, soit de 1 à 5, puis de 60 à 62 pour les IP fixes. Elles ne sont pas là. Alors, je dois les ajouter. Alors, dans Pool d'adresses, je clique droit dans la partie droite et je sélectionne Nouvelle plage d'exclusion. Je peux le faire manuellement. L'adresse de début, c'est 10.1.2.1. L'adresse de fin, c'est 10.1.2.5. Ça, c'est ma première plage d'exclusion de 1 à 5. Et ma deuxième, 10.1.2.60 jusqu'à 10.1.2.62. Alors ça, c'est dans l'optique où j'ai deux plages d'exclusion. Je vais vous montrer une erreur fréquente. Il y a des gens qui vont mettre des plages d'exclusion sur les adresses IP au complet. Fait que disons que je pourrais maintenant faire de 6 jusqu'à 10.1.2.59, qui équivaut à exclure toutes les plages de l'étendue au complet. Et vous allez regarder ce qui va arriver au niveau du serveur. Il va me laisser faire. Toutefois, vous avez une petite particularité. Je vais essayer de faire un zoom là-dessus. Une petite particularité, c'est qu'il y a il y a un rond bleu avec un point d'exclamation blanc à l'intérieur qui vient de s'afficher.
quand vous voyez un rond bleu avec un point d'exclamation blanc, ça veut dire que le DHCP est fonctionnel, mais il n'y a aucune adresse à donner. Ce qui équivaut à dire qu'il ne sera pas fonctionnel en fin de course. OK? Donc, soyez attentifs à ça. Alors, je vais désactiver, si on veut, ou enlever l'exclusion de trop, là, de le 6 à 59, là, ça ne va pas là. Je vais le supprimer. Et mon serveur est à nouveau fonctionnel. Au niveau des options d'étendue, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon serveur DNS qui est là, qui est bien 10.1.2.1, ainsi que mon nom de domaine démo.lan. J'aurais pu le supprimer. Je n'ai pas le droit de supprimer parce que cette option d'étendue-là vient de l'option de serveur. Donc, je la supprime au niveau du serveur, l'option d'étendue. Je retourne dans mon option d'étendue. Je peux aller dans configurer les options puis remettre mon serveur DNS comme il était. 10.1.2.1. Je fais ajouter, il y a un certain délai parce que le serveur vérifie si c'est un vrai serveur DNS qui fonctionne. Et vous devez absolument vous assurer que dans les options, l'adresse IP doit être dans le carré du bas. S'il n'est pas dans le carré du bas, il ne sera pas effectif. Le meilleur truc de savoir, c'est de appliquer OK, et t'assurer que la valeur soit la bonne ici à la fin. Alors, on peut jouer avec ces paramètres-là dans les options d'étendue. Toutes les options de serveur se retrouvent dans l'option d'étendue. Les options d'étendue restent dans l'option d'étendue. Si ça ne nous satisfait pas, on peut très bien supprimer cette étendue-là et la recommencer à l'aide de l'assistant d'étendue et rentrer les mêmes informations. Une fois que ça c'est terminé, notre travail est presque fini finalement. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la supprimer l'étendue puis je vais la recommencer, mais de l'autre manière. Je vais tout supprimer. Les options de serveur, je supprime les options de serveur. Alors là, évidemment, mon serveur ne fonctionne plus, je n'ai pas d'étendue. J'en refais une nouvelle, juste pour montrer comment ça fonctionne. Le nom, démo, l'adresse de début 10.1.2.1, l'adresse de fin 10.1. Voyez-vous, les questions sont différentes, mais les informations sont les mêmes. Alors ça, c'est mon étendue. La longueur du masque de sous-réseau, ici, je peux la mettre en bits, ça va plus vite à écrire. C'est différent, mais c'est la même info. Disposé. Et là, je peux mettre tout de suite les exclusions. 10.1.2.1 jusqu'à 10.1.2.5. J'ajoute cette exclusion-là. Puis, je mets ma deuxième exclusion tout de suite. 0.60 jusqu'à 10.1.2.62. Alors, dans l'utilitaire, dans l'assistant de nouvelle étendue, je peux mettre les exclusions. Le bail, je peux la changer. Je la mets à 9 jours. Je veux configurer les options et on va me passer à travers les options les plus fréquentes. Soit la passerelle, j'en ai pas. Le DNS 127.0.0.1, je sais que c'est une erreur, je l'enlève. Je mets 10.1.2.1 et j'ajoute. Je m'assure toujours que ce soit dans le carré du bas. La disposition graphique est différente, mais le résultat final est le même. Il faut que vous soyez habile à jouer avec tous ces paramètres-là. Suivant. Wins, j'en ai pas. Et j'active l'étendue. Et le résultat est exactement le même. Donc, mon pool d'adresse est le même, etc. Dans beau d'adresse, ça va être la liste des clients qui vont s'être enregistrés. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas de clients. Pourquoi? Parce que je n'ai pas démarré mon client encore. Mais par contre, je vais m'assurer de démarrer mon client tout de suite. Et vous allez voir que dès que mon client va être démarré, il va avoir fait la recherche d'une adresse IP parce que par défaut, sa carte réseau interne veut avoir une adresse IP du serveur DHCP. Et vous allez voir que du côté du serveur, j'aurai juste à rafraîchir, puis très rapidement, lors du démarrage du client, je vais avoir le nom de mon client apparaître ici dans la liste des baux d'adresse. Alors, le client est démarré. Si je vais dans mes baux d'adresse et que je fais un F5 pour rafraîchir, techniquement, ça fonctionne. Je vois que le client a reçu une adresse 10.1.2.6 et je vois même son nom, emika-pc. Alors, je vais ouvrir une session sur mon client en tant qu'admin local. Ça veut dire que je ne suis pas encore sur le domaine.
J'ouvre une session en tant qu'admin local et là, mon travail, ça va être de joindre le domaine. Je vais vous proposer des étapes avant de joindre le domaine pour vous assurer que ça fonctionne à 100% puis pour pouvoir diagnostiquer avant que le trouble arrive. Les étapes sont les suivantes. En passant, si vous voyez ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous avez reçu une adresse IP du DHCP. Mettez réseau public, c'est pas vraiment important. Pour faire le travail de la carte, du client, je vous suggère toujours de désactiver la carte en NAT. Il y a aussi une carte en NAT sur le client. On n'en a pas de besoin, jamais. Fait que vous allez désactiver la carte en NAT pour seulement laisser le réseau interne démo.lan. Alors, il y a un petit délai, là, le client, on dirait qu'il a de la misère un petit peu. Donc, la carte en NAT étant désactivée, maintenant, j'ouvre une ligne de commande et je vais lancer la commande ipconfig/all pour analyser le résultat. Alors, ipconfig/all. Ce que je recherche comme information, ben, c'est ce que je vais sélectionner. Alors, je cherche l'adresse IPv4 principalement. Donc, ici, je cherche mon masque de sous-réseau qui est adéquat, fini par 192. Le DHCP, c'est bien l'adresse de mon serveur. Et surtout, le DNS, c'est bien l'adresse IP de mon serveur. Si vous n'avez pas cette information-là, vous avez 127.0.0.1, vous devez modifier votre DHCP. Une fois que ça c'est fait, à ce moment-là, je vais entrer une autre commande à la ligne de commande qui est NSLOOKUP. NSLOOKUP devrait fonctionner en interrogeant notre serveur DNS. Donc, vous devriez voir l'adresse 10.1.2.1 apparaître au niveau de la commande NSLOOKUP. Et je vous suggère de rentrer le nom de votre domaine, demo.lan, dans la ligne de commande NSLOOKUP, demo.lan, ce qui équivaut à dire au DNS, « Hey, tu connais ça, toi, demo.lan? » Il devrait te répondre à l'aide d'une adresse IP. Alors ici, j'ai une réponse par rapport à une adresse IP, ce qui est excellent. Une fois que vous avez le petit bonhomme sourire qui vous indique que vous êtes capable de résoudre demo.lan, à ce moment-là, vous pouvez joindre votre client au domaine. Et quand c'est un client Windows 7, vous êtes capable de le renommer et de joindre le client au domaine en même temps. Alors, vous allez à l'endroit où vous modifiez le nom du client. On modifie les paramètres. Avancer. Dans nom d'ordinateur, on va dans modifier. On peut changer le nom. On peut l'appeler client Windows 7-01, mettons, selon les normes que vous avez implantées dans votre réseau, peu importe. Et c'est là qu'on va devenir membre du domaine demo.lan. Dès qu'on fait membre du domaine demo.lan, on va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et on a été invité à rentrer un mot de passe et un utilisateur. Par défaut, tous les utilisateurs ont le droit, même ceux qui sont normaux, ont le droit d'ajouter des machines au domaine. On va voir comment modifier ce paramètre-là plus tard. Sinon, vous pouvez prendre un administrateur. Moi, je vais prendre mon backdoor qui s'appelle Superman pour joindre le client au domaine. Alors, il y a un certain délai au niveau du client et à un moment donné, je vais avoir une alerte qui va m'indiquer « Bienvenue dans le domaine demo.lan ». Ici. Et je suis obligé de redémarrer mon client suite à cette opération-là. Si je retourne dans le serveur, vous allez voir le résultat dans Utilisateur et Ordinateur Active Directory. Si je vais voir dans le conteneur Computers, je devrais voir mon client qui est apparu. Alors, c'est vraiment un objet avec lequel je vais pouvoir travailler par la suite. Je vais pouvoir le déplacer. Par exemple, je peux le prendre de là, puis je peux aller le mettre dans mon OU principal. Et ça va être un geste qui va être important, de faire plus tard pour pouvoir attribuer des configurations spécifiques à cet ordinateur-là ou à un autre, tout simplement. Alors, chaque objet, utilisateur et ordinateur devra être placé dans des unités organisationnelles spécifiques plus tard, de manière à pouvoir leur attribuer des politiques ou des configurations spécifiques.
Alors ça, c'est le résultat du niveau du serveur. Lui, évidemment, a besoin d'être redémarré de manière à pouvoir ouvrir une session avec un utilisateur standard du système. On va redémarrer, puis on va ouvrir une session avec Bob. Alors, mon client a été redémarré et lorsque je redémarre mon client, ben, par défaut, on m'invite à ouvrir une session avec le dernier utilisateur, soit Emika, sur Emika qui fait partie de mon client. Toutefois, je peux changer d'utilisateur et je peux ouvrir une session avec mon usager Bob, le mot de passe que j'ai créé tantôt. Et vous devez remarquer quelque chose de particulier, c'est que la session va s'ouvrir par défaut sur le domaine démo. On ne voit pas le point LAN, on voit juste la première partie du domaine, la version démo. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, évidemment, il va y avoir ouverture de session, création d'un profil d'utilisateur local, mais l'utilisateur Bob n'existe pas dans le Windows 7. L'utilisateur Bob existe dans Active Directory et il est là dans le serveur. Et ici, j'ai mon serveur de ce côté-là, puis de l'autre côté, j'ai mon client. Le client sert à utiliser les ressources de mon serveur. Le serveur sert à donner des ressources puis à gérer les accès. Donner une particularité maintenant, si je ferme la session de Bob, vous allez dire, il joue au fou. Ah ouais, on joue un peu au fou. Alors, je fais juste fermer la session de Bob sans arrêter le client nécessairement pour autant. Vous allez voir que quand j'essaie de réouvrir la session, par défaut, c'est Bob. Et quand je décide de changer d'utilisateur pour prendre un autre utilisateur, puis par exemple prendre Emika, parce que je me dis que je voudrais ouvrir une session avec Emika puis le mot de passe annexe pour pouvoir modifier des trucs locaux en faisant abstraction du domaine, bien, vous allez voir que ça ne marche pas. C'est pas supposé de marcher. En tout cas, vous allez voir, là, présentement, le client est en communication avec le serveur puis essaye de trouver un usager Emika sur le domaine. Il n'existe pas Emika sur le domaine. Emika est dans l'ordinateur local. Alors, si vous voulez faire ça, si vous voulez, et là, je vais juste zoomer pour qu'on puisse bien le voir, si vous voulez utiliser Emika pour pas que ce soit l'ouverture de session sur démo, bien, vous devez dire au serveur, à l'ordinateur, ouvre une session locale. Comment je fais? C'est toujours le nom de l'ordinateur / le nom de l'utilisateur. Et comme je ne sais pas le nom de l'ordinateur par cœur, il y a un truc, c'est de mettre un point. Et dès que je mets le point, vous avez vu ici, le nom de l'ordinateur s'est inscrit. Mettez pas un slash, ça ne marchera pas. C'est point / Emika. Et là, vous pouvez mettre le mot de passe et vous allez être capable de réouvrir une session avec un utilisateur local qui lui est admin. Il faut être capable d'ouvrir une session locale ou sur le domaine avec notre client. Il faut être capable de faire les deux. Alors, ça fait le tour de l'ensemble des procédures à comprendre ou à être capable, pas à comprendre nécessairement, mais à être capable d'effectuer, c'est-à-dire la planification réseau, le nom, l'adressage IP du serveur, le rôle de contrôleur de domaine de DNS, le serveur DHCP, les étendues, les options, son fonctionnement, puis la vérification finale avec le client, ainsi que la jonction du client au domaine.